Bonjour à tous, bienvenue dans Brand Experience, l'émission dédiée à l'actualité des marques qui créent des expériences remarquables. Alors dans ce deuxième numéro sur les formats retail éphémères, les pop-up qui enrichissent les expériences de marque, eh bien on va découvrir comment ces pop-up vont toujours plus loin. Et c'est avec notre experte maison, Marie Mallet, fondatrice de Move, experte en design d'expérience et de marque. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre. Et puis notre invité, comme dans le premier numéro, eh bien l'invité du jour, c'est Mathieu Tissot, portfolio manager specialty leasing de Clépierre. Bonjour. Bonjour. Les centres commerciaux, c'est ça? Exactement. Nombreux, un peu partout en France. En Europe. Et puis et en Europe, bien fait de le signaler. Votre spécialité, c'est entre autres les commerces éphémères. Exactement. Alors, quand les marques sortent de leur univers pour offrir des expériences ultra attractives, on a vu dans l'épisode 1 à revoir ou à découvrir sur News Expérience Client, notre plateforme, que les marques créaient des pop-up surprenants, fun et non commerçants dans le but de montrer leur capacité à innover, à mieux connaître leur public et favoriser le drive to score. On a, pour ce deuxième épisode, repéré des marques qui vont encore plus loin dans cet exercice en investissant des lieux insolites, en activant le levier culturel de leur ADN ou encore en repoussant les limites de leur univers. Marie, des lieux insolites, les marques rivalisent d'imagination pour offrir des expériences toujours plus incroyables avec des lieux insolites comme un bateau spa pour débuter. Tout à fait. Alors c'est un exemple qu'on a piqué chez Dior. C'est vrai que les marques de luxe sont assez douées dans Et on les moyens. tout cet univers des pop-up et ont les moyens pour nous surprendre à chaque fois. C'est vrai qu'elles drivent un peu ce business et les autres marques s'en inspirent. Et effectivement, pendant la Fashion Week, la dernière Fashion Week, estivale, Dior a ouvert un spa sur des bateaux de yacht de Paris Donc sur la Seine. Sur la Seine. Et ça permettait en fait d'accueillir leur clientèle qui venait pour les défilés, d'offrir un complément d'expérience, de faire visiter Paris, parce que la marque, au-delà d'offrir des soins, offrait des petites retraites qui pouvaient durer une demi-journée, une journée, avec du complément en yoga, en nutrition, etc., pour vraiment occuper le terrain, en fait, occuper le temps de leurs clientes venues pour découvrir leur nouvelle collection lors des défilés. Donc la croisière s'amuse et se détend. Exactement. 2 en 1. Marie, est-ce qu'on peut aussi atteindre le 7e ciel avec un pop-up? Pourquoi pas? Alors, une marque de mode aussi, c'est la marque Coach, Ouais. la marque américaine de luxe, qui a investi, alors là, pour le coup, un lieu vraiment insolite, qui est un ancien Boeing 747, qui a été installé dans un centre commercial en Malaisie. Alors, ce qui est génial, c'est que c'est une marque américaine. Dans le centre commercial? Dans le parking du centre commercial. Okay. C'est pas rien, 747 installé dans un parking. Il faut le poser. Et c'était une façon pour elle d'aller à la découverte de ses publics et de se développer en Asie, très clairement, et auprès de nouvelles cibles en Malaisie. Et là, il y a une collection qui a été dédiée au voyage, ça s'appelait Coach Airways, avec des sacs, des vêtements, des valises, évidemment. Et on rentrait vraiment dans l'univers de Coach Airways, avec un petit bar, comme on aurait dans une classe premium sur une compagnie aérienne, avec les petits gobelets qu'on voit là, Coach Airways, un accueil Coach Airways et la possibilité de découvrir effectivement toute cette nouvelle collection, mais surtout de rentrer en interaction avec la marque, avec les vendeurs conseillers qu'on pouvait rencontrer, puisqu'il y avait bien évidemment un petit bar dans ce lieu qui est finalement complètement hybride, voilà, pour aller en rencontre de ces nouvelles cibles et pouvoir les engager avec la marque et puis derrière en faire des clients et des clients fidèles autant que possible. Donc on plongeait là vraiment les clients ou les prospects dans l'univers du voyage. Avec ces 2 exemples, Mathieu, est-ce que là aussi c'est différenciant, mais alors pour quels avantages de pousser aussi loin dans des lieux aussi insolites? Alors, moi, je pense que le gros avantage de ce que Marie évoquait, d'avoir justement des lieux insolites, c'est le temps de la visite. Un des gros drivers de chiffre d'affaires et de business pour les opérateurs retail, ça reste le temps de visite. Aujourd'hui, on constate quand même de manière assez flagrante que
plus le temps de visite de nos clients est long, plus du coup ça va déterminer aussi la capacité à faire des paniers moyens importants pour nos clients et nos retailers. Aussi améliorer l'expérience de visite. On accorde, je pense tous, que ce soit les retailers ou les foncières ou n'importe quel lieu de commerce, une importance hyper importante à la qualité de la visite, à l'indice de satisfaction. Et je pense que c'est double avantage justement ces lieux un petit peu insolites, c'est que du coup ça amène un niveau de satisfaction supérieur et une expérience qui est meilleure, et donc du coup une envie de revenir, et surtout ça allonge la visite. Et en général, quand les gens restent un peu plus longtemps, du coup ils vont peut-être avoir un peu plus tendance à aller chercher faire d'autres achats, etc. Voilà. Donc je pense que c'est pour moi, d'un point de vue très trivial et très opérationnel, je pense un des gros facteurs. Nous, on travaille avec Fever, qui est un opérateur, un très gros opérateur que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui justement fait des lieux insolites et opère dans des lieux insolites, notamment dans le cadre pour faire des concerts à la bougie. Ah oui. Voilà, ouais. Donc on a parfois des grandes cathédrales de métal qui sont disponibles pendant quelques mois, enfin quelques semaines, quelques mois entre deux commerçants. Et du coup, on peut arriver à optimiser et à faire bénéficier ça et faire découvrir ces lieux insolites pour faire des concerts, et on y travaille en ce moment avec cet opérateur. Est-ce que c'est, là ici, bateau spa, avion boutique, ce ne sont pas des concepts finalement réservés plutôt aux clients VIP, aux meilleurs clients ? Alors, pour le cas du bateau spa Dior, oui, parce que l'idée, c'était plutôt d'inviter leur clientèle qui était venue voir les défilés. Mais dans le cadre de Coach, non, parce que c'était vraiment installé sur un parking de centre commercial. Tout le monde pouvait avoir accès. Où tout le monde pouvait avoir accès. Donc ça, c'était plutôt vraiment une opération fantastique pour aller se développer, en fait, dans ce pays. Alors, Mathieu, j'aimerais avoir votre avis donc plutôt sur le bateau spa, donc plutôt réservé sur la clientèle VIP. Est-ce que c'est pas limiter les targets pour un budget important de création de pop-up ? Moi, je pense que oui, clairement, c'est sûr que c'est un ROI une rentabilité de ce genre d'opération qui est pas liée à immédiate. C'est vraiment, ils vont chercher de la notoriété de marque, et j'imagine plus de l'image, ouais. Plus que vraiment de se dire qu'ils vont forcément transformer. Je pense que c'est une façon d'appréhender le business qui est assez propre au luxe, mais pas que. Je pense qu'on a aussi des opérateurs plus mass market qui sont capables de travailler des opérations de com hyper engageantes avec justement beaucoup de moyens sur des périmètres quand même plus pricés plus bas. Ça existe aussi, ouais. Ça existe. Ouais. D'accord. Alors, activer le levier culturel de leur ADN ou encore repousser les limites de leur univers, c'est aussi une voie prise par les marques pour se démarquer et plonger le client dans des univers marquants. Marie, on est surtout dans l'univers du luxe, là aussi. Alors là, c'est effectivement deux marques de luxe. On parle souvent des marques de luxe parce qu'elles sont super inspirantes dans nos métiers. La première, c'est encore Dior, vous allez me dire, Alexandre, qui a en début... C'est vous qui allez me dire « j'adore Dior ». J'adore Dior. Qui a créé un musée pop-up, c'était début septembre. Vous allez voir mes photos, puisque je m'y suis rendue moi-même. Ouais. Et l'idée, c'était vraiment de raconter toute l'histoire du parfum et d'activer en fait les différentes thématiques autour de ce parfum, qui est vraiment un super succès chez eux. Donc vous pouvez voir tout ce qui était lié au flaconnage, avec même une ouvrière qui racontait comment était scellé le petit collier Maasai, qui est vraiment une marque spécifique, un marqueur vraiment de ce packaging. Ensuite, on pouvait aller voir les différents ingrédients qui composaient le parfum. Ensuite, on avait des visuels, toute la pub avec les différentes égéries qui avaient accompagné finalement le parfum. Donc ça embarquait dans l'univers de ce parfum, et évidemment, vous partiez avec un petit échantillon qui vous donnait envie d'aller en magasin pour vous acheter le parfum. Puisque vous y avez été, est-ce que vous en êtes ressorti avec vraiment une expérience incroyable ? Oui, un super bon moment avec la marque, et puis la découverte aussi de toutes les facettes en fait de cette histoire du flaconnage, cette histoire du parfum, qui a évolué en termes d'ingrédients, qui a donné lieu à différentes déclinaisons du parfum. Donc c'était vraiment assez enrichissant de ce point de vue-là. Autre maison qui sent bon, c'est Lancôme, qui nous emmène dans sa maison rose. Alors là, Lancôme, c'est plus sur un parfum, mais c'est sur un ingrédient, leur ingrédient phare, qui est la rose. Ouais. Lancôme a racheté un domaine dédié à la culture de la rose près de Grasse, et a ouvert cet été la Maison Rose, qui est vraiment le musée dédié
à la rose, où on a une approche très pédagogique, avec un ordre à parfum, une distillerie qui raconte comment sont distillés les pétales pour arriver à des ingrédients. Alors, c'est extrêmement pédagogique, très expert, parce que ça peut être aussi bien, on peut avoir des visiteurs professionnels, mais aussi y aller en famille. Ouais. Et donc pour la marque, c'était intéressant de tester, de voir quelle était l'appétence du public. C'est certainement un format, ça commence à être ouvert le week-end, et on peut imaginer à terme que ça sera ouvert de façon plus durable. Ce qui était intéressant aussi, c'est que ça a permis à la marque de faire une vraie action de com, puisqu'il y a eu une répercussion en fait sur la boutique des Champs-Élysées. Et une résonance avec l'architecture de la Maison Rose, dont la porte est de forme un rond, comme le haut de Lancôme, et leur parfum signature. Et donc, on a repris ça, d'ailleurs, on le voit sur l'image, sur la boutique parisienne. Voilà. Donc, ça donne toute la légitimité. Vraiment, Lancôme préempte complètement la rose et l'univers de la rose comme ingrédient de ces fragrances. Et donc ici, un exemple d'un pop-up qui devait être au départ éphémère, qui était une réussite, et dans la stratégie de com, c'est de dire finalement, on va le garder, ça marche. On va l'ouvrir sur réservation, les week-ends, etc. Mathieu, justement, sur cet aspect, on a eu 2 exemples sur l'univers culturel, les musées. Qu'est-ce que vous pensez du développement de ce type de pop-up ? Moi, je pense que ça montre l'espèce d'atténuation de la frontière qu'on observe de manière générale entre le lieu qui était quand même spécifiquement beaucoup plus des lieux de commerce à 100% et aujourd'hui qui deviennent plus des lieux d'expérience où effectivement on est capable d'avoir des acteurs. Alors nous, j'espère qu'un jour Lancôme viendra dans les centres commerciaux Cléphia, mais pour l'instant c'est pas le cas. Mais c'est plus des lieux d'expérience avec justement, et là du coup le champ des possibles s'ouvre et je pense que c'est la preuve que justement en allant chercher ce côté-là du musée, du pop-up musée, etc., ça montre l'espèce d'hybridation de plus en plus présente et qui je pense est un espèce de trend qui va continuer à se développer sur le temps long. Nous, on a effectivement, j'ai un exemple, on a la chance dans un de nos sites à Marseille d'avoir un musée à l'intérieur de notre centre commercial, c'est un musée archéologique gallo-romain, et du coup ça mixe déjà ces expériences-là. Et c'est vrai que je trouve que c'est une bonne manière de continuer à travailler l'expérience client en amenant quelque chose d'autre de différent pour garder justement nos clients, les clients dans le brick and mortar et dans les magasins physiques. Ouais. Est-ce que ça ne permet pas à des clients aussi plus lambda que leurs clients usuels de venir fréquenter des univers et peut-être d'avoir une première approche vers ce monde du luxe ? Alors finalement, je pense qu'il y a une tendance des marques aussi, des marques de luxe, à être plus accessibles finalement. Parce qu'il y a le gros de leur business qui est fait aussi avec les gammes de maquillage, qui sont beaucoup plus accessibles en termes de prix. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est aussi un moyen en fait d'occuper et de parler à l'ensemble des publics, des publics, des gens qui vont, pour Dior, aller sur de la haute couture, mais des gens... qui vont aller simplement sortir d'un magasin avec un rouge à lèvres. Et puis ça peut être aussi une clientèle, même si les moyens ne sont pas les mêmes. On voit des gens qui ont peu de moyens, qui achètent des téléphones portables à prix... on ne parlera pas de la marque. On ne parlera pas de la marque, donc potentiellement c'est les gens qui peuvent s'acheter un sac, effectivement une robe ou autre. Alors on va terminer avec une autre tendance, ce sont les pop-up lifestyle. On se plonge ici dans des ambiances de vie, on fait découvrir des horizons lointains et on se replonge dans la nature, Marie. Alors complètement. Alors on parlait de cette hybridation des lieux, cette hybridation de l'expérience. On a 2 exemples. Le premier, c'est le Café Ami. Bon, on a déjà vu d'autres marques ouvrir des cafés, mais là, c'était pour annoncer leur arrivée sur le territoire chinois. Donc, c'est à Pékin. Alors, Ami, pour ceux qui ne savent pas, c'est une marque de vêtements masculins, moi, très pointue. C'est une marque de niche. D'accord. Donc, pour les chiens, non, je rigole. Mais donc, évidemment présente en France et notamment à Paris. Ouais. Et qui a une démarche aussi autour du pop-up comme Jacques Mus assez intéressante. Et alors, ils ouvrent un café. Ils ont ouvert alors il y a une boutique derrière, mais c'est vraiment un café qui a été ouvert et on retrouve tous les codes, toute l'architecture d'un immeuble haussmannien. C'est où ? Parce que c'est pas en France. À Pékin. C'est à Pékin. Donc ils ont reproduit un immeuble haussmannien, ça va même jusqu'aux chambres de bonne sous les toits, le toit en zinc, qui sont même éclairés comme s'il y avait quelqu'un. Et donc on peut boire un café, évidemment, découvrir
la collection. La nouvelle collection de la marque. Donc ça permet aussi de faire, d'élargir l'expérience et de faire rester les gens. C'est vrai que quand on reste plus longtemps, on a tendance à consommer et à dépenser plus. Il y a l'image de Paris, là, un petit peu exportée, et de faire revivre un moment dans la capitale française, mais ici à Pékin. Tout à fait. Et puis il y a aussi une expérience qui a été lancée par Corona, je crois, moi que je trouve absolument extraordinaire, et sur nos plages françaises, totalement, alors là on est en pleine nature. Alors là, on est en pleine nature. C'est l'exemple de Corona. C'est un exemple que j'adore. Je voulais absolument le présenter aujourd'hui. Ouais. Il s'appelle le Corona Natural Bar. Il a été ouvert à Biscarrosse l'année dernière sous une forme qui était plutôt artistique. Ouais. Et là, cette année, ça a été ouvert sur l'île de Groix. Et alors, la particularité, et là, on va jusqu'au bout de la dimension éphémère de ce bar, c'est qu'en fait, il n'était ouvert qu'à marée basse. Bien sûr. Parce qu'à marée haute, il était complètement immergé. Et construit qu'avec des matériaux naturels. Voilà, pour marquer les engagements de la marque sur l'environnement et surtout montrer que c'est pas à la nature de s'adapter à l'homme, mais bien l'inverse, à l'homme de s'adapter à la nature. Alors on voit des images, là, je pense que le film de la marque raconte exactement ce qu'on a envie de voir sur ce bar, mais pour moi, c'est vraiment une façon d'aller encore plus loin sur ses engagements, dans son univers. Le bar, pour Corona, c'est assez classique, mais de dire, moi, je vais faire un pop-up, mais en plus, il va être ouvert quelques heures par jour, j'ai trouvé ça assez fantastique. Ça veut dire que cette structure en matériaux naturels, malgré la marée haute, restait sur place ? Tout à fait. Elle est immergée. C'est ce qu'on voit sur le film. Vous avez amarré de telle sorte qu'elle ne bouge pas et qu'on la retrouve. Exactement. La mer se retirait, c'est absolument génial. Et c'est vrai que ça permet de vivre, j'imagine, des moments assez fantastiques. Mathieu, pour conclure, justement, peut-être un petit mot sur ces lieux naturels. Moi, je trouve ça fascinant et merci Marie de nous faire découvrir ça. Moi, je ne connaissais pas cette expérience de Corona Bar. Moi, je trouve ça génial de voir à quel point les enseignes et du coup nos clients arrivent à s'exprimer sur des concepts comme ça. Donc, moi, je trouve ça génial. Et effectivement, nous, on encourage et on va, j'espère, dans les années qui viennent et même cette année-là encore, à arriver à essayer de pousser nos clients à opérer et à être de plus en plus engagés et de plus en plus je dirais, et de prendre des risques et d'aller chercher des concepts aussi sympas que cela, on espère. Alors, on va avoir Marie, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, en fait, l'idée, c'est pas de chercher une rentabilité absolument sur le lieu qu'on va développer, ouvrir de façon éphémère. C'est vraiment des actions de com. L'exemple du Corona Natural Bar, ils ont invité des influenceurs qui ont relayé cette info. C'est d'occuper les réseaux sociaux et de faire parler de la marque. Et ça va permettre de générer des ventes dans tous les lieux où va être vendue la Corona, notamment en grande distribution, par exemple. Mathieu, pour conclure, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour créer un pop-up qui marche ? Alors déjà, c'est effectivement une question que tout le monde se pose, je pense, du côté de nos retailers, mais je dirais que les choses qu'on voit d'un point de vue opérationnel, du fait qu'on en voit quand même beaucoup en termes de volume, de par le nombre, c'est que la première question à se poser, c'est déjà l'audience. Quelle audience on veut toucher ? Quel type de zone d'achalandise on veut toucher ? Pour être certain que ça matche avec le concept. Soit on peut aller à rebours, justement, comme on disait tout à l'heure, aller chercher peut-être des gens qui ne seraient pas allés spontanément venus vers l'enseigne ou vers le concept, et du coup sur une zone, je dirais, très différente de la zone d'achalandise primaire, ou alors justement aller clairement matcher vraiment pile poil exactement avec sa clientèle de base. Donc je pense qu'il faut être vigilant par rapport à ce point-là. Oui. Je pense que le timing est hyper important. C'est quand même, pour beaucoup de nos clients, le pop-up, ça reste une activité qui est quand même liée à de la saisonnalité. Bien sûr. Donc du coup, arriver à ouvrir sur des timings qui sont bons. J'ai vu et on voit là en ce moment, malheureusement, là on est en pleine période juste avant les fêtes de Noël, pas mal de nos clients qui sont en train de déraper et qui risquent de rater, je dirais, la bonne saison pour ouvrir. Par exemple, pour ouvrir idéalement, par exemple, pour les périodes de Noël, c'est bien d'ouvrir avant le 15 novembre. Ceux qui ouvrent le 18 décembre, en général, ils ont raté c'est un peu juste, ils ont raté les wagons. Mais malheureusement, on en a qui ont un peu sous-estimé les contraintes techniques du truc. Dans ce cas-là, vous recommandez plutôt de ne pas ouvrir et de reporter peut-être au printemps. Moi, mes clients, je ne vais pas leur recommander de ne pas ouvrir, mais oui, je pense que c'est bien je pense que c'est pas mal. Donc, passer les périodes de janvier-février ne sont pas les meilleures périodes dans le business, malheureusement. Donc il y a ces temps forts de l'année qui sont justement hyper prégnantes dans le pop-up qu'il ne faut pas rater, ça c'est certain. Et
Et puis je pense qu'il y a une question de visibilité. Nous, on a certains sites et voilà, de manière générale, les centres commerciaux sont des environnements avec beaucoup de boutiques. Je pense par exemple à Créteil, on a 250 boutiques par exemple. Il faut être capable de travailler son pop-up et son concept de manière à ce que ce soit, je dirais, que ça puisse attraper l'œil, que ce soit justement vraiment catchy et que du coup on puisse faire la différence dans des environnements quand même qui sont extrêmement drivers de flux, mais qui sont quand même aussi assez concurrentiels puisqu'on est quand même assez concentré sur l'environnement. Donc je pense que c'est les 3 points principaux auxquels je pense. Mathieu. Voilà, comme vous avez pu le découvrir, eh bien, les marques proposent un véritable voyage pour interpeller et embarquer toujours plus loin leur public, que ce soit par l'implantation dans des lieux inattendus, un voyage dans l'histoire de la marque ou encore l'exploration d'un véritable lifestyle. Les marques élargissent toujours plus leur expérience, l'enrichissement et créent de l'engagement. Et en créant de l'engagement, eh bien, elles font des visiteurs, comme le disait Marie tout à l'heure, leur propre ambassadeur. C'est aussi ça, l'expérience client réussie. Merci beaucoup Marie et Mathieu. Merci Alexandre. Merci Alexandre. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.